Ce conseil de défense commence donc dans une demi-heure. Général Bruno Clermont, d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1, effectivement, où on en est sur le plan militaire ce soir à 19h03 ? Et qu'on en est dans une situation dans laquelle, pour la première fois depuis l'existence de la République islamique d'Iran, les Américains ont effectué une frappe aérienne extrêmement puissante sur des sites militaires, infrastructures nucléaires à l'intérieur de l'Iran. Une opération exceptionnelle que seuls les États-Unis sont capables de faire. C'est ce qui constitue évidemment un marqueur, un tournant, un moment important de cette guerre qui a commencé maintenant il y a plusieurs jours entre Israël et l'Iran. Les États-Unis se sont engagés une première fois. La question est, vont-ils s'engager au-delà ? Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'il existe des risques d'escalade ? Oui, évidemment. Et Donald Trump a agité le chiffon rouge. D'ailleurs, général, ce soir, en disant que les États-Unis étaient prêts à continuer leur frappe si l'Iran ne déclarait pas la paix très rapidement. Donald Trump a insisté là-dessus. La question également qui se pose, c'est quelles représailles du côté de l'Iran. Leurs sites ont été nettement atteints, puisque Donald Trump s'en est félicité. Ont-ils encore une force de frappe importante, général ? Peut-on le savoir ? Alors, l'objectif de l'opération, clairement affiché par Tsahal, l'opération en cours actuellement, c'est deux objectifs. L'infrastructure nucléaire iranienne à supprimer et toute la menace des missiles sol-sol balistiques à supprimer également. Donc le premier objectif, on a quand même bien progressé avec les frappes qui ont eu lieu cette nuit grâce aux Américains. Mais les Israéliens avaient bombardé et déjà intensément de nombreux sites. Il y a une quinzaine de sites qui concourent aux armes nucléaires. Et en ce qui concerne les missiles sol-sol, c'est Tsahal lui-même qui nous dit, en gros, 50% des missiles balistiques les plus dangereux ont été éliminés. Alors il en reste 50%. C'est pas forcément les plus faciles. C'est souvent les plus puissants. C'est souvent ceux qu'ils ont gardés pour la fin. Et également des missiles qui sont dans des souterrains qui eux aussi sont difficilement accessibles et qui sont donc cachés aux satellites. Et donc il est fort probable que cette destruction des missiles sol-sol balistiques qui menacent Israël dure encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Vous dites, général, effectivement que ce sont les missiles les plus puissants qui sont encore entre les mains de l'Iran. Wilfried de Villers, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Wilfried de Villers, on imagine que les Israéliens ce soir redoutent une attaque très importante iranienne. Effectivement, les Israéliens à qui j'ai parlé aujourd'hui craignent qu'il y ait des représailles, que justement cette attaque, ces frappes américaines, soient une nouvelle justification pour l'Iran pour s'attaquer à Israël, pour envoyer de nouvelles salves de missiles. Je parlais justement à l'instant à des habitants de Tel Aviv qui se sont réfugiés dans le métro, dans les stations de métro où ils comptent dormir ce soir. Ça fait déjà une semaine que c'est le cas pour certains. Tous les soirs, ils viennent justement dans ces abris, et ce soir c'est très particulier parce que certains m'ont dit qu'ils redoutaient le pire, peut-être une nouvelle nuit avec plusieurs frappes iraniennes cette nuit. Et puis un peu plus tôt dans la journée, j'étais sur l'un des sites où il y a eu des frappes aujourd'hui, des frappes directes, c'est-à-dire que les missiles ont touché des zones résidentielles. Un immeuble où je me trouvais était complètement en ruine, soufflé par le souffle de l'explosion. Les façades aussi d'autres immeubles ont volé en éclats. C'est le cas de l'immeuble de Moshe qui se situe à une centaine de mètres de l'impact où je me trouvais tout à l'heure à Tel Aviv. Il n'y a plus de murs dans notre appartement. Notre four était dans une autre pièce. Le climatiseur est au sol. Toute notre cuisine est détruite. Maintenant, on attend de pouvoir être relogés. Alors avec sa femme, ils ont récupéré quelques affaires, l'essentiel pour partir vivre ailleurs, probablement dans un hôtel. Au total, ce sont près de 300 familles qui doivent être relogées en urgence ce soir. Et puis dans la banlieue sud de Tel Aviv, un autre missile a fait d'importants dégâts. La maison de Guy a tout simplement été coupée en deux. On était en train de fermer la porte qu'on a entendu une explosion, un gros boom. Mon frère est tombé par terre. Après cela, on a pu sortir pour voir ce qu'il s'était passé. On a attendu que l'armée nous sorte de là. Tout est cassé. Le plafond s'est effondré. On ne peut plus vivre ici, mais on est chanceux d'être encore en vie. Voilà, ce soir, sur les deux sites des explosions à Tel Aviv, un important dispositif de sécurité est toujours déployé. Des opérations de déblaiement, de sécurisation des bâtiments sont en cours pour permettre aux habitants de venir récupérer quelques affaires. Et puis ce soir, je précise ça, le bilan est de 86 blessés à travers le pays. Aucun mort après ces frappes. Bilan faible au vu de l'ampleur des dégâts parce que les habitants ont eu le temps de se réfugier dans les abris.
Merci beaucoup Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv en Israël. Faites attention à vous. Évidemment, c'est une priorité, votre sécurité, et aux équipes d'Europe 1 qui sont sur place. Avant de rejoindre Isabelle, que nous avons eu en ligne la semaine dernière, et qui vit dans cet enfer depuis plus d'une semaine maintenant, qui habite à Netanya. Je voudrais, Général, parler des conséquences de ces missiles, c'est-à-dire qu'on entend bien effectivement la population israélienne a la chance d'avoir un dôme de fer, a la chance d'avoir des miklats où ils peuvent se réfugier en cas d'attaque. Les nouveaux missiles dont vous nous parliez, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, Général, que l'Iran avait encore en sa possession les missiles les plus puissants. Quels dégâts peuvent-ils causer, Général ? Les missiles les plus puissants sont ceux qui aussi ont les capacités à évoluer lorsqu'ils pénètrent l'espace aérien, qui visent l'objectif, donc ils sont les plus difficiles à intercepter. Vous avez certains missiles qui ont des charges militaires extrêmement puissantes, depuis de 1000 kilos, et d'autres précis qui ont des charges de 300 à 500 kilos. Donc c'est vraiment à la fois le rapport entre la précision et la puissance qui détermine les dégâts. Et s'ils le veulent, avec ces missiles, les Iraniens peuvent frapper en gros où ils veulent. Donc d'essayer de frapper un centre militaire ou décider de frapper une zone habitée. Mais globalement, tout de même, on note que depuis le début de la guerre, le nombre de salves, le nombre de missiles au sol de salve a diminué. On est parti le premier jour sur 150-100, puis on est passé à 150, puis on est passé aux environs de 50. Maintenant, on est plutôt à deux frappes de 30 ou une frappe de 25 par jour. Donc on sent quand même qu'il y a un épuisement du côté iranien qui est évidemment la conséquence des frappes intensives menées par l'aviation israélienne. En gros, l'aviation israélienne, depuis le début de la guerre, elle fait 100 sorties sur le théâtre d'opération. Une sortie, c'est un avion qui rentre sur le théâtre et qui délivre son armement. En général, comme c'est loin, ils n'ont pas beaucoup d'armement, ils ont beaucoup de pétrole, parce que la mission dure 5 heures de vol, donc ils ont 2 bombes de 1000 kilos, donc ça veut dire 100 sorties de 2 bombes, il y a 200 objectifs qui sont traités. Parfois une fois, parfois plusieurs fois. Ils sont très nombreux, donc il reste évidemment un nombre important de missiles sol-sol, et en particulier ce sont ceux qui s'éloignent le plus, parce qu'ils avancent en fait de l'ouest vers l'est. Tsahal, en gros, ils prennent le contrôle aérien du terrain progressivement de l'ouest vers l'est, donc les Iraniens déplacent leurs missiles et les reculent de plus en plus. Et puis il y a une grande difficulté, c'est que nombre de missiles sont mobiles et placés dans des souterrains extrêmement profonds. Donc on se retrouve avec la même situation que le Hamas, les missiles balistiques sont cachés, il va falloir aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans les souterrains, et là aussi il va falloir de l'armement un peu particulier. Et est-ce que le dôme de fer, Général, Général Bruno Clermont, peut bloquer ces missiles? Ou est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué parce que ce sont des missiles extrêmement performants qui vont monter très haut. On est vraiment, le dôme de fer, c'est plusieurs couches de système. Une basse, une moyenne, une très haute. Là, on est vraiment dans la très haute, c'est-à-dire que les missiles vont aller faire les interceptions en dehors de l'espace. Ça veut dire que, par exemple, un intercepteur comme le THAAD qui est américain, ça coûte 15 millions de pièces. Non seulement c'est difficile, donc ils en ont pas beaucoup. C'est très cher, ils en ont pas beaucoup. Donc il va y avoir une question de rapport entre le nombre de missiles qui arrivent et le nombre de missiles intercepteurs qui vont être tirés par les Israéliens. On peut imaginer que pour l'instant, le nombre est favorable aux Israéliens, que les Américains continuent à fournir des missiles. Et puis un autre élément important, c'est qu'il y a toute une armada américaine qui est en train de rejoindre les côtes de la Méditerranée orientale. Dans cette armada, il y a des destroyers américains qui ont leur propre système d'interception de ce type de missiles. Donc ils peuvent venir renforcer la défense anti-aérienne israélienne contre ce type de missiles extrêmement puissants, extrêmement perforants et performants. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 19h14, je suis toujours avec le général Bruno Clermont, ancien général de corps aérien, expert en stratégie militaire. Nous allons demander des nouvelles peut-être d'abord à Isabelle. Isabelle, vous la connaissez dans Europe 1 Soir Week-end. Elle était avec nous le week-end dernier. Elle vit en Israël. Elle est française, Isabelle, et elle vit au rythme des alertes. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Pascal. Comment ça va ce soir? Évidemment, ces derniers jours ont été extrêmement éprouvants. L'attaque américaine a dû changer évidemment la donne. Comment vous allez ce soir? Comment vont vos proches, votre famille? On est toujours en attente. On est bien content de la décision de Trump d'aller bombarder les sites nucléaires. Mais bon, on est en attente. On sait que quoi qu'il arrive, on va encore passer une nuit sans nuit, quoi.
Oui. Sans sommeil, sans dormir, en angoisse. Je suis revenue chez moi, donc j'ai quitté ma fille, je suis retournée chez moi. Donc ce matin, ça a été très 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 compliqué de descendre 9 étages pour me être avec tous mes voisins dans le Miclat. Très compliqué. On est tous très fatigués surtout. Vous êtes très fatigué parce que d'abord, effectivement, vous êtes sous pression. Tout le monde est sous pression. Est-ce que vous avez peur, Isabelle, ou est-ce que vous savez que vous êtes protégée? Ah, j'ai pas peur. C'est incroyable, pas un instant. ça. On a un système, on a la sécurité civile, on a la chance d'avoir 10 minutes avant, on a une alerte, c'est marqué critique. Donc il ne s'arrête que quand il y a un bouton OK. Donc on sait il faut qu'on parte, il faut qu'on aille se protéger. Et ensuite on attend, c'est-à-dire que toutes les secondes, il y a, si vous voulez, la Tseva Adom, l'alerte rouge, qui vous dit où est-ce que ça tombe. Et donc, vous suivez l'évolution par rapport à la situation géographique et vous savez que ça va sonner chez vous. La sonnerie est devenue insupportable. Le moindre boom, même dans je sais pas, une porte qui claque, on sursaute. Ça devient, c'est anxiogène, mais bon, on garde le moral quand même. On est fatigué, mais on est résilient, comme je vous ai dit la dernière fois. On attend. Moi, je sais que la nuit dernière, jusqu'à 3h du matin, j'attendais que l'Iran nous attaque. Et ensuite, mon mari m'a réveillée pour me dire que les États-Unis avaient attaqué. J'ai même pas eu de réaction. J'ai dit c'est top et je me suis rendormie pour me lever 3 heures plus tard en sursaut parce qu'il y avait l'alerte. Donc vite en pyjama, on s'en fiche complètement comment on est habillé ou autre et on descend, on est tous ensemble dans le Miklat. C'est une très grande pièce qui contient beaucoup de personnes. C'est surtout les gens de l'immeuble qui sont là. Il y a des chaises, il y a des tables, il y a des enfants qui sont là avec leurs jeux de cartes, qui patientent. Il y a les personnes âgées qui sont avec leur radio. Et puis il y a nous, on est avec nos téléphones, on vit, mon téléphone, c'est la continuité de ma main, quoi. Isabelle, vous n'avez pas envie de rentrer en France? Pas du tout. Alors ça, c'est un mystère. Vous faites partie des 250 000 ressortissants français qui sont en Israël et vous ne voulez pas rentrer en France, quelles que soient les circonstances. Non, pas du tout. Je me sens beaucoup plus protégée ici en Israël qu'en France. En France, avec les couteaux, les machettes, les marches avec les drapeaux. Pardon ? Oui, c'est vrai, c'est ce que vous dites et les auditeurs d'Europe 1 vous entendent, mais c'est vrai que ça paraît dingue. Vous êtes sous les bombes et vous vous dites je suis plus en sécurité en Israël. Donc, mais même mes voisins. Voilà, même mes voisins israéliens de souche, ils me disent, mais Paris, la France, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cet antisémitisme? Ah non, pour tout l'or du monde, je préfère vivre avec la Tseva Adom et me lever en catastrophe au milieu de la nuit parce qu'on est bombardé par l'Iran. Et puis ça va bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Bon. Ça va bien s'arrêter. Ça va bien s'arrêter. Merci beaucoup Isabelle en tout cas pour votre témoignage. C'était important, c'est très important d'être aussi sur le terrain et d'être avec ceux qui subissent les attaques. Général Bruno Clermont, on a parlé effectivement d'Israël et des répliques qu'il pourrait y avoir de la part de l'Iran. L'Iran a promis aussi, a dit que les États-Unis et Israël avaient franchi une ligne rouge. L'Iran peut-il s'attaquer aux États-Unis? En a-t-il des moyens? Alors militairement, on n'a pas les moyens, ça serait effectivement suicidaire là. Déjà, Tsahal a la supériorité militaire incontestable sur l'armée iranienne, dont on se rend compte qu'elle est limitée aux capacités de missiles sol-sol et éventuellement une partie maritime des gardiens de la Révolution. On en parlera peut-être plus tard parce qu'il y a aussi une capacité importante du côté. Donc si l'armée américaine joint sa puissance incroyable, la première armée du monde, en particulier l'US Air Force, puisqu'on parle bien d'une guerre aérienne de bombardement. Là, c'est. Je dirais pas que. Je dis que la pression sera maximum sur l'Iran et on voit pas comment il pourrait arriver à repousser cette offensive israélo-américaine dans les mois qui viennent. Mais comment peuvent-ils s'y prendre, l'Iran?
On parle de représailles sur les États-Unis. Que peuvent-ils faire? Quels sont les moyens qu'ils ont à leur disposition? On parle d'attentats. C'est difficile de faire la psychologie avec les Iraniens. Moi, je suis pas un expert de psychologie, mais en gros, pour les Iraniens, il y a deux options. Et c'est la compréhension de ce qu'est ce régime. Moi, je le maîtrise pas suffisamment, mais soit la priorité c'est la survie, ils seront prêts à tout faire pour survivre, y compris pour négocier. Soit la priorité est idéologique. C'est-à-dire qu'ils sont dans une telle démarche idéologique, on a le sentiment que c'est le cas. Là, ils seront jusqu'au boutiste et ils joueront jusqu'à la fin. Ils iront jusqu'au sacrifice en quelque sorte. Alors, on va voir comment ça va évoluer. En tout état de cause, pour l'instant, la balle, en quelque sorte, est dans le camp des Iraniens. C'est eux qui ont les capacités de déclencher, de faire que Trump puisse justifier une offensive, une véritable guerre, c'est-à-dire l'entrée en campagne aérienne des États-Unis contre l'Iran. Pour ça, il y a 3 options possibles, 2 principales. La première, c'est s'en prendre aux bases aériennes, aux bases américaines dans la région, tirer des missiles, tuer des soldats américains. Ça serait une déclaration de guerre. En plus, ils auront le droit de se défendre, légitime défense, donc même pas besoin de passer par le Congrès. Vous avez le terrorisme international dans des villes américaines, ça sera plus compliqué, mais ça peut également justifier une offensive américaine. Et puis vous avez fait, je pense, l'affaire du détroit d'Ormuz, le blocage du détroit d'Ormuz. Je le souhaite pas, personne ne le souhaite. Je sais pas s'ils iront jusque là, mais ça serait effectivement un acte de guerre compte tenu des conséquences. Donc pour l'instant, on va voir ce qui va se passer du côté iranien, mais on sent quand même une radicalisation du discours qui correspond à cette idéologie jusqu'au boutiste de ce régime qui est totalement monstrueux sur le fond et sur la forme. Téhéran, le président iranien, le chef de la diplomatie, vont rencontrer demain Vladimir Poutine à Moscou. Donc question, que va-t-il se passer ensuite? Est-il envisageable, à un moment, d'envoyer des troupes terrestres en Iran? Alors ça, c'est le no-go absolu. À la fois du côté israélien, et en plus c'est pas nécessaire. D'abord c'est le no-go pour les Israéliens, c'est le no-go total pour les Américains. Ils n'accepteront de faire des opérations continues, donc éventuellement d'entrer en guerre si on change de vocabulaire, à condition que ce soit des frappes aériennes totales, exclusives, permanentes, partout. L'entrée de soldats américains au sol, ça rappelle trop aux Américains à l'Afghanistan, ça s'est terminé en catastrophe. Rappelons quand même qu'aujourd'hui, il n'y a que 8% qui sont favorables à l'intervention américaine en Iran, donc c'est très faible. Donc Trump doit être extrêmement prudent dans la manière dont il va utiliser la force, mais les troupes au sol, c'est pas une option, en tout cas dans le contexte actuel. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'opération historique qui s'est déroulée hier, opération Midnight Hammer. 14 bombes massives anti-bunkers ont été utilisées sur 3 sites nucléaires iraniens. Attaque réussie, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Il y a peu, l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Général Bruno Clermont, Washington dit que les ambitions nucléaires iraniennes sont anéanties aujourd'hui, sauf que Téhéran dit ce soir, ok très bien, mais sauf que l'uranium enrichi n'a pas été atteint. Donc, est-ce que c'est vraiment une opération réussie? Est-ce que je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc je vais parler avec beaucoup de précaution. Ce qu'on peut dire d'un point de vue militaire, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Tout simplement, c'est possible. Que les sites sont détruits. Oui. Après, ces sites étaient utilisés pour fabriquer de l'uranium enrichi. Et on croit comprendre qu'en matière d'uranium enrichi, au moins 60%, les Israéliens disposeraient d'à peu près 400 kilos. La question, c'est où sont ces 400 kilos d'uranium enrichi à 60%? Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais en tout cas, c'est évident que c'est une question que tout le monde va se poser. Ils ne sont pas forcément là où ils ont été produits. Ils seront peut-être mis en sécurité dans un autre site. Donc la vraie question, c'est où est passé l'uranium enrichi. Si effectivement, ils ont caché l'uranium enrichi, ils sont toujours capables de faire une bombe nucléaire. Alors, on peut imaginer. Bon, ils ont pu les scientifiques, ça a pris beaucoup de retard, mais on peut dire que le système, pardon, je vais arriver à le dire, l'infrastructure nucléaire potentielle iranienne n'est pas totalement détruite. C'est quoi ces 14 bombes massives anti-bunkers qui ont été utilisées, que seuls les États-Unis avaient en leur possession? C'est pour ça que l'intervention des États-Unis était tellement importante.
Cette opération est extraordinaire. Moi, je suis aviateur, donc j'ai fait des opérations plus modestes, mais il est extraordinaire dans sa conception, dans sa réalisation et dans sa communication. Alors, je reviens sur la communication parce que finalement, on a compris à peu près ce qui s'est passé. Les bombardiers sont partis des États-Unis. Ils étaient 7, mais en réalité, il y avait 150 avions pour les accompagner. Enfin, c'est une opération monstrueuse. Seuls les Américains sont capables de la planifier. Ils ont tapé les objectifs au bout de 18 heures de vol. Ils ont fait 18 heures de vol retour. Ils sont posés et tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est la communication qui a été faite par le Pentagone. La conférence de presse a montré par le menu ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un exercice de dissuasion informationnelle. Ils disent aux Iraniens, regardez, on vous montre par le menu ce qu'on est capable de refaire demain si vous continuez à nous embêter. Donc je pense qu'ils sont prévenus. Les bombardiers B2 qui sont à Whiteman, là, sur la base du Missouri, on a fait le plein. On remet des bombes et on recommence dans 2 jours, c'est nécessaire. Donc oui, c'est un message direct adressé aux Iraniens. On peut vous faire mal, on peut vous faire très mal quand on veut, où on veut.